Dans cet épisode, nous recevons Christophe Masuti qui nous présente son ouvrage Affaires privées aux sources du capitalisme de surveillance paru en mars 2020, dans lequel il interroge la possibilité d'une économie du numérique qui pourrait préserver la vie privée des individus d'une surveillance constante de la part des États et des entreprises. Nous parlons avec lui ensuite d'une éducation populaire au numérique portée par l'association Framasoft dont il est un des administrateurs, mais aussi du logiciel libre et de ses grandes figures, et a publié la biographie française autorisée de Richard Stallman en 2010. Bonjour Christophe Masuti, Bonjour. merci de venir à notre invitation et de présenter un peu tes travaux et ton actualité plus tout à fait récente, puisque l'année dernière tu as publié Affaires privées aux sources du capitalisme, juste à temps pour le premier confinement, si j'ai bien compris. Voilà, oui, c'est pas de bol, hein. C'était pas prévu comme ça, mais bon, voilà, il fallait de toute façon le sortir parce que j'avais d'autres projets en cours, hein. Mais c'est en fait ce travail, cette recherche, c'est une de tes nombreuses casquettes, hein. Tu es à la fois chercheur, hein, tu es aussi, tu travailles aussi pour le CHU de Strasbourg et puis, tu as aussi, une grande activité, associative du coup, est-ce que toi, tu arrives à te présenter et à expliquer en fait qui tu es de façon à ce qu'on s'y retrouve, hein? Oui, c'est toujours une gageure de me présenter parce qu'effectivement, j'ai plusieurs casquettes. On va dire que j'ai une casquette métier qui est en fait celle de coordinateur de projet européen, notamment de recherche clinique et de projets de coopération européenne au CHU de Strasbourg, qui a cette particularité d'être aussi en même temps très proche des questions transfrontalières. Et je me suis retrouvé là-dedans tout simplement parce que à l'issue de ma thèse qui portait sur l'histoire environnementale, je me suis retrouvé à travailler sur l'histoire de la santé, l'histoire médicale. Et par rapport à ça, j'ai fait une thèse d'histoire des sciences. Je me suis engagé beaucoup dans Framasoft et j'y suis encore très actif. Et c'est aussi parce que j'ai ce background, on va dire, scientifique derrière moi, en plus d'être chercheur associé au CHUSE, à l'Université de Strasbourg, donc dans un laboratoire qui s'appelle le SAGE, Société, Acteurs et Gouvernement en Europe, où comment dire, j'ai développé donc un petit peu de travail, de travaux en histoire des sciences et des techniques et en particulier donc sur l'histoire informatique qui me passionne depuis longtemps et voilà. Et donc toutes les questions qui tournent autour des GAFAM aujourd'hui m'interrogent en tant qu'historien et en tant qu'historien des sciences et des techniques bien sûr. D'accord et du coup, dans ton activité, tu travailles comment? Tu compartimentes un peu tout ça? Tu fais une espèce de tressage de fils parallèles ou c'est tout mélangé et finalement, d'un grand maelstrom, la vérité, ressort? Les journées sont longues, surtout que là, je sais pas si tu vois derrière moi, mais j'ai des VTT et donc je suis un adepte aussi d'autres disciplines qui sont plutôt sportives. Mais de manière générale, ouais, donc disons la journée, je travaille pour ceux qui m'emploient, bien sûr. Et le soir, les week-ends, quand j'ai le temps, voilà, je fais de la recherche en dilettante, on va dire. Oui, enfin, avec un niveau, de professionnel quand même. Pour le livre, donc affaires privées, en fait, si tu me détrompes si je décris mal, mais tu pars, si j'ai bien compris, d'une certaine doctrine, en fait, ou d'un certain constat qu'ont fait certains chercheurs, en particulier Shoshana Zuboff, d'une interprétation liant, en fait, le capitalisme de surveillance dans quelque chose qui rassemble une forme de modèle économique et une forme de soft power. Et c'est quelque chose sur lequel toi, tu viens remettre en cause en fait ce modèle un peu trop simpliste, hein, pour dire que sur une histoire relativement longue d'une soixantaine d'années, en fait, c'est pas un système simplement coercitif qui vient se plaquer comme ça avec un,
comme un carcan, mais au contraire, en fait, des choix collectifs qui progressivement, en fait, se constituent cet état de fait. Oui, 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 c'est une bonne approche. Euh, En fait, si on parle de Shoshana Zuboff, pour Shoshana Zuboff, en fait, ce sont des firmes comme Google qui ont inventé le capitalisme de surveillance. Il aurait inventé, enfin la thèse qu'elle défend, c'est que ces compagnies auraient rendu le capitalisme, le bon capitalisme, malade. Et, euh, et pourquoi? Bah, parce qu'en fait, pour satisfaire les exigences de rentabilité, ces firmes ont dû développer un modèle économique basé sur la surveillance des utilisateurs et des systèmes prédictifs basés sur l'économie de la donnée. Bon, oui, oui, mais non, en fait. Si on se replace effectivement sur une période plus longue, qui date des années 60 jusqu'à nos jours, hein, mais bon, à partir des années 60, on découvre que bah, tout simplement l'ordinateur, pour sortir du laboratoire, il fallait bien qu'il y ait des acheteurs, et que ces acheteurs sont aussi les entreprises. Alors ça a commencé par les banques, évidemment, par les sociétés d'évaluation de crédit, mais aussi par les États, hein, qui étaient aussi eux-mêmes acheteurs. Mais en fait, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé une économie de la donnée où la donnée est devenue, comment dire, un produit issu d'une surveillance. Et cette surveillance, notamment grâce à l'essor du marketing en particulier, mais pas que, cette surveillance a couvert toutes les stratégies de production et d'optimisation des ventes jusqu'à devenir elle-même une condition du profit capitaliste. Euh, et à partir de là, euh, comment dire, puisqu'il s'agit de profit, il faut comprendre à partir de quel investissement de capital ce profit se fait. Et c'est à partir donc de celui de la donnée, c'est-à-dire les plus petits éléments informatifs qui émanent de nos comportements, de nos communications, de nos environnements, et qu'on modélise pour tenter d'identifier, caractériser des décisions, des choix, afin de les influencer. Donc, l'économie de la donnée, c'est une économie de l'influence, et ça, c'est vieux, hein, franchement. Si on veut aller par là, ça date des débuts du commerce, hein, c'est tellement logique. Simplement, le fait de pouvoir travailler la donnée et vendre la donnée, les sociétés de courtage de données, là, en ce moment, je fais un papier là, sur l'histoire d'Axiom, hein, qui s'appelait au début Démographique, et qui en fait, Axiom, c'est aujourd'hui le plus grand courtier de données au monde. Hein, il profite de 50 ans de données de consommation, c'est énorme. Et ils n'emploient pas des mathématiciens qui sont des amateurs, n'est-ce pas? Et pour modéliser tout ça, eh bien, en fait, ça date des années 60. Je veux dire, le fait de pouvoir vendre des données à la demande, modéliser enfin, pardon, de produire des modèles de comportement de consommation, c'est pas nouveau. Voilà. Et donc, c'est ce Donc que en j'ai fait, voulu montrer, c'est qu'en fait, l'histoire de l'économie de la donnée, c'est aussi une histoire technique. mhm. Et Donc plutôt elle que date de des années d'ima 60. donc plutôt que de décrire en fait quelque chose qui serait nouveau, donc un capitalisme de surveillance, je ne sais pas si tu as une définition à donner de ça. C'est plutôt en fait un capitalisme de la donnée qui est installé depuis longtemps, pour lequel la surveillance n'est qu'un outil supplémentaire qui s'est développé plus récemment. Ah bah exactement. Il n'y a pas plus de capitalisme de surveillance que de capitalisme monopoliste, capitalisme de connivence, capitalisme de plateforme. Enfin, je veux dire, toutes les variations qu'on peut imaginer autour du capitalisme, ça reste quoi? Ça reste du capitalisme, ni plus ni moins. À partir de là, bah oui, il faut comprendre la surveillance comme étant un, comment dire, aujourd'hui, c'est comment dire, la condition principale de l'organisation sociale et structurelle de l'économie. Voilà. C'est ce que montre Zuboff et elle le montre très très bien. Je veux dire, ça c'est clair. Mais pour arriver à cela, eh bien, on est passé par toute une série d'étapes techniques, des débats juridiques, etc., qui ont fait que nous sommes dans des situations, dans des discussions actuelles. Mhm.
Et du coup, toi, derrière, tu proposes une forme de contre-modèle pour échapper à ça, pour un petit peu dire, bah voilà, si on remonte, cet essai historique, en fait, permet, en comprenant la racine de cette structure-là, de proposer, en fait, des choses euh, enfin, qui s'opposent ou qui permettent de proposer des modèles différents pour des personnes qui le souhaiteraient avec une économie basée sur la contribution. Sur une- Oui, alors ça, c'est une réflexion qui remonte un peu plus en amont, qui est celle de la condamnation systématique qu'on fait de la surveillance et de l'économie de la surveillance, en la confondant, alors plus ou moins, de manière plus ou moins justifiée, avec la notion de contrôle. Euh, Si on s'en tient à l'analyse, par exemple celle que fait Gilles Deleuze sur la société de contrôle, hein, on en serait là, c'est-à-dire qu'on est réduit à n'être que des sujets soumis à des contrôles, et ces contrôles-là, ils proviendraient de ce qu'ils appellent la société ouverte par analogie, enfin en succédant un petit peu à l'analyse de Foucault et son panoptique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on serait que des sujets soumis à des système de contrôle où finalement notre économie qui ferait de nous des consommateurs modélise nos comportements, modélise le marché, en tout cas modélise le marché et fait en sorte que nos comportements se conforment à ce marché. Oui, mais sauf que non, en fait, quand on regarde un peu les choses, et c'était d'ailleurs ce que des philosophes que Michel de Certeau opposait hein, à l'analyse foucaldienne, c'est qu'on n'est pas que des sujets soumis à des pouvoirs, on est aussi des sujets agissants qui ont des pratiques, des manières d'être et des manières de faire. Et en cela, moi, je retrouve ces manières d'être et ces manières de faire à travers, on va dire, deux choses. La première, c'est celle de la volonté de ne pas se soumettre à ce qu'on appelle une prolétarisation de nos mondes numériques. C'est ce que disait Bernard Stiegler, hein, où finalement le numérique nous a prolétarisé, comment dire, nos manières d'être en nous privant finalement de notre vie privée en premier lieu, mais aussi de nos savoir-être et savoir-faire. Et puis la deuxième chose, c'est de dire que ben, quand on voit un petit peu comment dire, tous les groupements, comment dire, toutes les constructions alternatives, et en particulier celle du logiciel libre, évidemment, qui propose des alternatives aux GAFAM, mais pas uniquement. Là, je me réfère toujours à David Graeber et son Mhm. approche sur la question de Occupy Wall Street, où on voit qu'en fait des groupes proposent des alternatives et en proposant ces alternatives sont en fait préfiguratifs. C'est qu'en fait, ils créent les objets démocratiques, les objets, comment dire, pratiques, en même temps qu'ils les pensent et qu'ils les font. Et c'est cette approche-là que moi, je vois comme étant une possible sortie de, de l'hégémonie des GAFAM, mais en même temps de la surveillance en général, parce que, voilà, effectivement, c'est ce qu'on montre avec Framasoft, avec, par exemple, des concepts comme l'effet divers, c'est-à-dire renouer un petit peu avec ce qu'était Internet à son départ, c'est-à-dire tout sauf des services centralisés, et donc libérés de l'économie de la surveillance et surtout contributifs, c'est-à-dire avec lesquels on va pouvoir construire des modèles de communication, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de ça, mais on peut, Mhm. on peut aborder plein d'autres choses autour de ce modèle-là, des modèles de communication qui soient contributifs et dans un esprit de partage et de bienveillance. C'est vrai que chez Framasoft, vous avez, à un moment donné, vous avez, dans votre campagne pour dégoogliser ou dégafamiser l'Internet français, on va dire au moins français pour l'instant, vous avez proposé une constellation, toute une cosmologie de services divers et variés qui montrait en fait, enfin, l'exercice était là, de montrer que c'était possible, hein, de montrer, et pas forcément difficile, hein. Et je pense que ça a surpris pas mal de monde de voir qu'après vous avez voulu déframatiser
cet univers-là en disant bah, attention, voilà, l'exercice a réussi, mais on n'est pas, on n'est pas là en service public, hein, et pour prendre le rôle de l'État ou d'autres structures, par exemple de l'éducation nationale, au moment justement du premier confinement, quand vos serveurs en fait, ont été pris d'assaut, en particulier les serveurs Jitsi, pour suppléer en fait à toutes ces visios, enfin à ce manque d'outils de visio dans les institutions. Ouais. Euh, en fait, l'objectif de dégooglisons Internet, au tout départ, hein, il n'était pas pensé comme ça. Il était vraiment pensé en disant, bon, c'était en 2014, hein, il était vraiment pensé de manière à ce que on se dise que, bah oui, tout le monde va forcément adhérer à notre proposition, puisqu'on va montrer que c'est possible, et donc chacun va ouvrir son serveur de mail à la maison derrière sa box. Bon, je caricature à peine ce qu'on pensait, mais c'était quand même un petit peu dans l'idée là. Puis on a mûri, on a vu que déjà, premièrement, ça n'intéresse pas tout le monde, tout simplement. C'est une question d'intérêt. Je veux dire, tout le monde n'est pas intéressé par bidouiller son ordi le soir en rentrant chez soi. C'est faux hein, de dire ça. Et puis surtout, on a montré, enfin, on s'est aperçu que ce dont avaient le plus besoin les gens, c'était de l'aide et de l'éducation populaire aux enjeux du numérique. C'est pour ça qu'on s'est dirigé vers l'éducation populaire. Déframasoptiser Internet, c'est aussi, ça a surpris pas mal de gens hein, en disant bah, on va fermer, maintenant qu'on a prouvé que c'était possible, on va fermer des services. Pourquoi bah, parce qu'on vit dans un monde où on a remplacé l'altérité par la productivité. Et donc, pour la plupart des gens, un service alternatif, c'est forcément un service dont je vais pouvoir m'emparer. Il va être éthique et je vais adhérer à tout ce qui est éthique derrière, bien sûr, mais je vais pouvoir m'en emparer et l'utiliser sans me dire, voilà, bah, derrière, il y a une association de 30 personnes qui galèrent comme des galériens, justement, pour maintenir le service en place. Bah oui, mais non, ça marche pas comme ça. Ça marche à partir du moment où des gens de bonne volonté, on va dire, vont pouvoir, au plus près des gens, trouver des solutions qui puissent servir. Alors, c'est pour ça qu'on a monté le collectif Chaton, hein, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, chaton.org qui permet en fait de remplacer des solutions mondialisées et centralisées par des solutions localisées et partagées. Normalement, si vous hébergez vos mails chez un chaton, par exemple, bah, vous pouvez aller les voir, boire un coup avec eux, et c'est très sympathique. Voilà. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu montrer. Et c'est ce qu'on fait avec maintenant notre méta-campagne Contributopia. Mhm. Mais c'est vrai que si on reste dans l'actualité, avec aujourd'hui l'incendie chez OVH, hein, on peut se dire que bah voilà, ces chatons, ils sont aussi hébergés dans des fermes. Enfin, on peut aussi mettre un Raspberry dans son salon, mais ils sont souvent hébergés voilà, même sur des fermes. Et du coup, ils sont aussi sensibles donc, quelque part, effectivement, il y a les GAFAM dont on parle, mais il y a aussi l'infra qui doit faire tenir. Et OVH est sans doute pas le pire chez les fournisseurs d'infrastructures. Donc il y a Ah, bah, aussi. complètement d'accord. J'en ai fait les frais ce matin en m'apercevant que mon serveur Nextcloud était tombé. Voilà, parce que j'ai mon petit serveur chez OVH, hein, n'est-ce pas? Oui, ben oui, évidemment, on n'est pas. Alors, est-ce que c'est contradictoire? Non, parce que moi, je sais pas. Enfin, j'ai choisi OVH à titre personnel parce que voilà, je savais que comme j'habite Strasbourg, je savais que mes données allaient être hébergées à Strasbourg. Et si j'en doutais, maintenant j'en ai la preuve. Je sais que le cloud noir que je vois maintenant depuis 9 mètres, elles sont là mes données. Voilà, bon. Voilà. Au moins il y a une réalité tangible à cela. Et surtout aussi, ça montre que, ben oui, quand on veut du mail, quand on veut son propre site web ou son blog, etc., ben, mettre 10 euros pour soutenir l'infrastructure et faire en sorte qu'elle soit un tant soit peu éthique,
C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que les gens derrière l'association, c'est déjà des bénévoles, mais en plus, oui, les serveurs, ça a un coût. Et quand on ne paye pas, c'est que derrière, il y a une raison pour laquelle on ne paye pas. Mhm. Et ce qu'il y a ce mouvement en fait euh, où vous vous êtes mis en retrait, je trouve ça intéressant parce que dans le monde du logiciel libre, il y a quand même une tendance à héroïser certaines figures ou certains mouvements parce que voilà, il y a tout cet aspect éthique que tu as souligné et qui du coup finit parfois par s'incarner. Et donc ça s'incarne dans quelques grandes figures. Toi-même, tu as été l'auteur, le traducteur en fait de l'autobiographie de Stallman en français. Donc il y a cette grande figure-là. Bon, évidemment, il y a Linus Torvald aussi. Et puis, c'est des figures qui sont pas, enfin, voilà, qu'on a tendance à mettre sur un piédestal et qui se révèlent humaines avec leurs défauts. Donc Stallman a été pris, a été pris en défaut. Linus Torvald n'est pas réputé enfin, il est réputé pour parfois prendre avoir des relations sociales affirmées, on va dire. C'est le cas aussi, par exemple, pour Théodorade dans les projets BSD, et puis il y a des figures voilà, avec même des affaires pénales, comme pour Hans Reiser de Reiser FS, qui a, voilà, bon, après, ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais voilà, c'est comme on incarne tout ça dans des figures héroïques des personnes, finalement, quand elles redeviennent humaines, il y a un aspect de déception. Et quelque part, peut-être en mettant Framasoft à distance, un peu au moment où il pouvait monter, au contraire, dans un monde où on veut toujours monter, prendre de l'échelle, faire de la scalability, vous avez dit, bah non, au contraire, ce qu'on veut monter en échelle, c'est pas notre institution, mais c'est bien notre idée. Et du coup, on veut répondre, on veut s'aimer comme un virus, on va dire, mais Ouais. positif. Oui, c'est exactement ça. Après, bon, effectivement, des figures comme Stallman, moi, j'ai malgré tout une certaine admiration pour lui parce que, mais pas pour les mêmes raisons, pas pour des raisons comment dire, qui font que, oui, c'est le père du conseil de logiciel libre, etc. Moi, j'ai une grande admiration au niveau technique pour lui parce que avoir recodé tout le système GNU en C pendant des nuits et des nuits et des nuits, des années, il faut avoir une capacité d'abstraction qui est vraiment strictement hors du commun. C'est une bête de code, voilà. Mais bon, cela dit, des forts en code, il y en a plein. Il y en a plein et au code Microsoft aussi. Hein, je veux dire, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Simplement, nous, ce qu'on veut faire avec Framasoft, c'est qu'on veut se composter nous-mêmes, si on veut. C'est-à-dire que on a montré à un moment donné que effectivement, on a monté en puissance pour montrer que le logiciel libre existait et que c'était vraiment une solution tout à fait viable, sérieuse, avec toutes les garanties qu'on peut avoir. Maintenant, on est en train de développer Peertube, par exemple. On paye vraiment quelqu'un pour développer Peertube, qui est donc une alternative fait divers en pair à pair à YouTube. Euh, c'est pas pour comment dire, c'est pas pour faire concurrence à YouTube. C'est justement pour que un maximum de gens s'emparent de YouTube, de Peertube, pardon, pour créer un ensemble de réseaux fédérés entre eux qui puissent vraiment couper la chic à cette centralisation qui en plus n'est absolument pas écologique des serveurs de chez Google. Alors, ça ne veut pas dire que Peertube sera beaucoup plus écologique, mais enfin quand même, on évitera au moins la redondance des serveurs. Euh, euh, bon, là où je voulais en venir, c'est que on- on- avoir des modèles, c'est bien, enfin, en matière d'humains, de grandes personnes qui ont fait toute l'aventure du logiciel libre, c'est très bien. Simplement, nous, ce qu'on veut, c'est une société de la contribution, hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est une société du partage, où vraiment, c'est pas seulement le code qui importe, c'est la manière dont on l'amène aux gens. Le logiciel libre a déjà gagné la partie. La plupart des serveurs, tiens, ceux de chez OVH par exemple, etc., enfin, sont déjà sur de l'open source ou du logiciel libre.
les grandes sociétés, même Microsoft, contribuent à l'open source. Donc, on a gagné la partie. Euh, le problème n'est pas le logiciel libre dans les usages, le problème, il est maintenant euh, qu'est-ce qu'on fait de nos données numériques et comment est-ce qu'on se prémunit d'une société de surveillance qui conforme nos comportements et nos pensées et qui mobilise toute notre attention par rapport à des contenus qui sont complètement dingues, quoi. Je veux dire, on met en Ouais. concurrence n'importe quoi. Est-ce qu'on pourrait pas dire finalement c'est l'open source qui a réussi et qui du coup a quelque part donné défait le logiciel libre en disant voilà il y a une partie du modèle qui a été adoptée et qui a été récupérée et quelque part une des autres règles fondamentales finalement a été oubliée et c'est vrai que pour beaucoup d'utilisateurs finaux le fait que ce qu'ils utilisent au quotidien dans leur grande majorité s'appuie sur des logiciels libres, ils l'ignorent et au contraire, ils vont même avoir ils auraient une représentation sans doute négative des objets qu'ils valorisent s'ils le savaient. Ah ben, les smartphones sous Android en sont la preuve éclatante, hein, évidemment. Quand je dis souvent aux gens autour de moi que bah oui, bah, tu as un Linux dans ton téléphone Android, voilà, et Linux, c'est du libre. Bah oui, bah c'est tellement plus rentable de se reposer sur la communauté pour développer par-dessus une surcouche qui, elle, va faire rentrer beaucoup d'argent. Oui, effectivement, on peut comprendre ça comme ça. Euh, c'est pour ça que le principal défaut du logiciel libre dans les usages, dans les pratiques aujourd'hui, il est dans le fait que beaucoup trop de gens utilisent le logiciel libre et ne se posent pas la question de savoir, mais derrière, il y a qui? Derrière, derrière certains logiciels libres, il y a souvent un, deux développeurs. Derrière le logiciel GIMP, par exemple, il n'y a pas une foule immense, par exemple. Derrière LibreOffice, il y a beaucoup plus de monde. Et puis ça se sent, hein, déjà, rien qu'au niveau du développement. Mais c'est pas encore ça. Donc voilà, c'est ça qu'on veut derrière la société de la contribution. On ne veut pas transformer tout le monde en codeur, là, loin de là, mais on veut sensibiliser les gens au fait que, ben oui, derrière les usages et derrière les nécessités d'usage qu'il y a à utiliser des logiciels libres pour se sauvegarder soi-même par rapport au modèle économique qui est imposé par les GAFAM et bientôt les BATX, ben voilà, il faut du libre et il faut se poser la question de savoir qui il y a derrière, comment ça marche, comment est-ce que je peux, moi, à mon niveau, contribuer, par exemple, en essaimant le logiciel libre, pas forcément en sortant le clavier et le code. Est-ce que tu penses que je reviens un peu, disons, je fais un peu une synthèse entre tous les points qu'on a abordés et je reviens quelque part à ma première question, c'est est-ce que ton, ton, le fait que ton travail en fait en sciences humaines et sociales et ton activité en fait à l'université se reflète en fait dans Framasoft hein, et dans ton activité associative, est-ce que finalement, je ne sais pas quels sont parce que tu as été président de l'ASSO, maintenant tu es administrateur, c'est ça? Et du coup, est-ce que c'est quelque chose de particulier que tu apportes ou vous êtes, ou tes collègues en fait et tes proches sont dans la même veine? Et est-ce que vous vous complétez ou est-ce que vous suivez le même engagement, la Ah, même forme d'engagement? bon, alors, Pharmasoft, c'est une petite structure, on est une trentaine de membres, hein, et il y a 10 salariés maintenant. On fonctionne qu'avec le don, et on est très fiers de dire qu'on ne touche aucune subvention publique, si ce n'est le fait qu'effectivement les dons sont défalcables des impôts. Donc c'est une sorte de subvention, si on veut appeler ça comme ça. Mais bon, voilà. Disons qu'on s'arrange en tout cas pour ne pas avoir les pieds et les mains liés, parce qu'on est des joyeux anarchistes derrière ça. Et, euh, comment dire, oui, alors j'ai été président de Pharmasoft et justement, c'était la deuxième année de ma présidence. Je dis j'arrête parce que bon, voilà, les journées n'ont que 24 heures. Et surtout, on a mis en place des comités.
on a voulu les appeler les soviets au départ, mais on a dit que c'était un petit peu trop quand même. Donc, on a mis en place des comités. Donc, comité tournant, maintenant, il y a un comité présidentiel. Il n'y a pas un président ou une présidente. Hein. Il y a plusieurs, il y a 3, 4 personnes dans le comité présidentiel. Et puis, il y a plein d'autres comités on se répartit les tâches comme ça, quoi. Et on tourne. Et on tourne. Et c'est très bien comme ça. Justement, c'était à la fois aussi pour éviter qu'il y ait une figure qui émerge et qui soit identifiée comme étant monsieur ou madame Framasoft. Et puis en même temps, c'était aussi pour, comment dire, la manière de penser la structure, si tu veux, mon activité à moi, mais je veux dire, à Framasoft, on est tous à avoir des métiers relativement différents. Hein. On provient pas tous de la sphère université-école. Hein. Il y a des banquiers, il y a des codeurs, évidemment, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des designers, il y a vraiment de tout. Et je pense qu'en fait, c'est l'émulsion de tout ça. Peut-être une vue qui est, pour ce qui me concerne, moi, qui vient de la fonction publique, assez hiérarchisée dans un CHU, voilà. Peut-être cette vision-là qui s'est confrontée à d'autres visions beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus lâches, beaucoup plus, pas lâches, mais enfin, comment dire, beaucoup plus liquides, on a fait que, bah, voilà, ça fait plusieurs années maintenant, 10 ans, 12 ans, si on veut, qu'on fonctionne vraiment de manière complètement en émulsion, vraiment en émulsion. Là, tout à l'heure, j'ai rempli un petit questionnaire que une fille qui s'appelle Marie-Cécile, qui travaille avec nous, qui est une fille super, qui est en train on est en train de travailler sur le manifeste Framasoft, hein, parce qu'il est temps qu'on le sorte, ça fait 10 ans qu'on y pense. Et donc pour ça, elle a fait un questionnaire pour savoir un petit peu quels étaient nos ressentis, notre manière de voir Framasoft, etc. Et ben c'était dur. Et je pense que les réponses vont beaucoup, beaucoup, beaucoup se ressembler. Il va falloir aller loin pour trouver les différences de représentation de notre propre asso, quoi. Ok. Euh, je pense on va s'arrêter là pour l'enregistrement. Je pense qu'on a on a un peu couvert un certain nombre des points intéressants rapidement, mais de façon assez exhaustive, je pense, hein. Est-ce que si des personnes veulent te contacter ou te suivre sur des médias sociaux, ou est-ce que tu as des entrées à leur conseiller Alors, bah, évidemment, notre instance Mastodon qui s'appelle Framapiaf, on peut me trouver sous mon propre nom, hein, Christophe Mazuti, il suffit de taper dedans. Ou bien tout simplement mon nom christophe.mazuti@framasoft.org. Voilà, en mail direct, ou alors si on ne sait pas trop si c'est à moi qu'il faut s'adresser ou à l'asso en entier, il y a une seule porte d'entrée pour l'association Framasoft, c'est la page contact de Framasoft. Ça tombe pas dans le vide, absolument pas. On paye quelqu'un pour faire vraiment le système de tickets. Donc, il nous attribue les tickets et vraiment, ça tombe vraiment pas dans le vide. On répond à tout sauf aux injures, hein. Voilà. Et puis, oui, parce qu'on en reçoit, hein. Il y a des gens qui supportent pas l'écriture inclusive, par exemple. Il faut voir Ah, faut voir ce qu'on a, hein. Bon, bref. Et puis, voilà. Mais je pense que c'est facile de me joindre, en fait. Voilà. très bien, merci beaucoup.